tu as déjà été repris sur une contre-attaque alors que tu étais devant, c'est sûrement pas ta vitesse qui est nulle, mais ton démarrage. Au hand, une contre-attaque, ça se joue en quelques secondes. Tu perds ou tu gagnes l'action dès les premiers pas. Et si ton départ est lent, même avec une bonne vitesse de pointe, ton défenseur aura déjà 2-3 pas d'avance s'il est plus explosif. La vitesse de pointe, c'est bien, mais on l'atteint que très rarement sur un terrain de hand. Parce que la vitesse de pointe s'atteint autour des 50 mètres et tu le sais, le terrain de hand fait 60 mètres. Donc on court rarement 50 mètres en cumulé. Il est donc plus utile de travailler sa vitesse de démarrage que de vouloir travailler sa vitesse de pointe. Et d'ailleurs, tu peux avoir l'un sans l'autre. Pour t'imaginer ça, on va prendre deux voitures, une Ferrari et une Tesla. Imagine que ta Ferrari, elle roule à 200 km/h au maximum et ta Tesla, elle roule à 180 km/h au maximum. Ta Ferrari, elle, atteint le 0 à 100 en 1 seconde 2 et ta Tesla atteint le 0 à 100 en 1 seconde 1. Ta Ferrari sera plus rapide sur sa vitesse de pointe, mais au démarrage, c'est la Tesla qui va battre la Ferrari. Pourquoi? Parce qu'au 0 à 100, elle est plus efficace. Et donc, c'est exactement ce que je veux que tu sois au hand, c'est que je veux que tu sois une Tesla. Je veux que tu sois efficace au démarrage, que tu prennes de l'avance sur tout le monde, parce que dans tous les cas, tu n'atteindras jamais ta vitesse de pointe. Donc, ça ne sert à rien de savoir courir à 200 km/h si c'est pour ne pas être efficace au démarrage. Malheureusement, ce que je constate chez beaucoup de joueurs en dessous de la nationale, c'est que très peu ont une bonne vitesse de démarrage. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence entre toi qui est à ce niveau-là par exemple, et un joueur qui joue au niveau au-dessus. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir les 3 gros piliers sur lesquels tu peux travailler. En premier, on verra les erreurs qui tuent ta vitesse de démarrage et comment les éviter. En deuxième, on verra les leviers physiques à développer pour pouvoir être explosif sur les premiers pas. Et en troisième, on verra comment t'entraîner de façon intelligente pour que ça devienne automatique en match. Dans ce premier pilier, on va donc voir pourquoi être efficace en vitesse de démarrage est plus important qu'être efficace en vitesse de pointe. Le problème aujourd'hui, c'est que très peu font la différence. En gros, beaucoup de joueurs s'estiment rapides et pour eux, c'est suffisant. Sauf que dans la vitesse, comme je le disais, il y a différents types de vitesse. Et dans un sport comme le hand, où on est sur un espace assez réduit comme le terrain, eh ben, ce qui va compter, ça va plutôt être les actions explosives plutôt que d'être capable d'être rapide sur un long temps. Nous, on s'en fout complètement d'être rapide sur un long temps. Si tu réfléchis, toutes nos actions comme une contre-attaque par exemple, tu remarques très bien, les meilleurs joueurs vont être ceux qui anticipent et qui en plus sont capables d'être efficaces dès leurs premiers appuis pour prendre d'avance toute la défense et pouvoir être en face de la cage avant tout le monde. Et c'est bien d'avoir quand même une bonne vitesse de pointe parce qu'il faut être capable d'être fort au démarrage et de pouvoir tenir cette vitesse sur un long temps, enfin une longue distance, quand même 30-40 mètres sur ta contre-attaque. Mais encore une fois, voilà, tu peux être efficace, enfin monter très vite après ton démarrage, sauf que si ton démarrage lui est lent, tu vas mettre longtemps justement à atteindre cette vitesse. Donc tu auras largement le temps de te faire rattraper par les défenseurs qui ont des fois un petit peu d'avance sur toi en fonction d'où ils partent. Donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est que oui, tu peux être rapide, tu peux fumer tout le monde sur un 50 mètres, sauf que si tu te fais bouffer sur les 10 premiers mètres, il y a d'énormes chances que tu ne sois jamais efficace sur la contre-attaque. Le problème de beaucoup de joueurs aujourd'hui en préparation physique, c'est que très peu d'entre eux travaillent la vitesse. Donc, ça peut être la vitesse dans toutes ses formes. Donc, forcément, tu vas rester toujours au même niveau de vitesse de démarrage, de vitesse d'accélération, de tout ce que tu veux, si tu ne la bosses pas un minimum. La plupart se contentent de faire des mouvements génériques en musculation avec des séries de 3x12, etc. Alors qu'il faudrait plutôt travailler avec des charges plus légères, avec une intention de vitesse qui est trop souvent oubliée. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de venir faire un développé couché simple, tu pourrais venir faire une poussée explosive, par exemple à la Smith Machine. Si tu vois passer quoi, c'est la machine guidée. Donc tu vas prendre ta barre et tu viens pousser le plus rapidement possible. Au niveau des jambes, c'est au lieu de faire un squat simple, tu pourrais venir faire un pin squat. Tu es avec la barre sur les sécurités et tu cherches à la pousser le plus rapidement possible. En gros, tout ce travail-là, c'est ce qu'on appelle un travail de RFD. Le RFD, c'est quoi? C'est le taux de développement de la force. C'est la capacité à laquelle tu es capable de développer très rapidement de la force. Donc, comme je te le disais, il y a des joueurs, ils vont être plus lents que d'autres. Donc, quand il va falloir leur demander de pousser une barre assez lourde le plus rapidement possible, eh bien, ils vont avoir du mal
à, tu vois, appliquer de la force au sol pour faire bouger cette barre. Là où certains, ça sera naturel pour eux, très rapidement, ils vont être capables de forcer très fort dans le sol pour faire bouger cette barre. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir que tu sois capable de développer. C'est cette vitesse que tu vas mettre dans tous tes mouvements. Et déjà, un petit tips pour pouvoir travailler cette vitesse, c'est d'avoir toujours l'intention, comme on dit, c'est l'intention qui compte. Même quand ta barre elle est ultra lourde, tu vas avoir l'intention de vouloir repousser le plus rapidement ta barre. C'est-à-dire que je ne sais pas, même si tu fais un 3RM, l'objectif, c'est toujours te dire que sur la poussée, tu veux être le plus rapide possible. Même si ça ne va pas vite. Tu le sais, quand c'est lourd, ça ne va pas vite. Mais il faut avoir l'intention d'aller vite. Et après, forcément, il faudra travailler sur toute ta courbe force-vitesse. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas toujours pousser des poids lourds, mais à un moment, il va falloir apprendre à pousser des poids moyens et aussi à pousser des poids légers. Par exemple, un exercice très intéressant pour développer sa vitesse de démarrage, tout simplement, ça serait du sprint sur quelques mètres. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de mieux pour développer ses premiers appuis et apprendre à mettre de la force dans le sol. Mais ça, on y reviendra dans le troisième pilier pour ce qui est des exercices. Ce que je veux que tu comprennes là, c'est qu'il faut que tu arrêtes de faire cette erreur de ne pas bosser tout ça, d'être toujours là à vouloir faire du muscle, du machin, etc. Ce n'est pas comme ça que tu vas changer les choses. Il faut vraiment que tu vois les choses autrement. La muscu, ce n'est pas juste pousser des poids, c'est aussi lancer des choses, tirer des choses, etc. Par exemple, au lieu de toujours faire des mouvements de muscu, tu pourrais intégrer des mouvements un peu plus dynamiques avec des balles. Mais une chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a quand même une part de technique dans tout ça. Et c'est pourquoi, au-delà des exercices en eux-mêmes, il va aussi être intéressant de venir travailler sa technique de course pour une contre-attaque. Par exemple, venir travailler le fait de se pencher vers l'avant, d'accélérer, de pousser dans les bonnes directions va être super important et très souvent négligé. On peut se dire qu'on n'est pas des sprinters, donc on n'a pas besoin de travailler notre technique de course. Et pourtant, ça peut vraiment faire la différence sur ces 2-3 premiers appuis parce qu'être capable de comprendre que le buste doit se pencher vers l'avant, que tu dois avoir une trajectoire plutôt horizontale que beaucoup de joueurs qui vont courir plutôt droit comme des piquets, ça peut vraiment faire la différence. Évidemment, il va y avoir aussi d'autres points hors technique, plus on va appeler ça tactique, qui va être d'être capable d'anticiper. C'est-à-dire que tu dois pouvoir remarquer quand un joueur va aller prendre le tir pour commencer à entamer ta course et dès que le joueur a tiré, déclenché son tir, du coup, tu vas pouvoir envoyer très fort sur tes 2-3 premiers appuis pour pouvoir prendre de l'avance sur tout le monde. Donc, c'est une globalité à travailler. C'est vraiment cette capacité à aussi prendre l'information et réagir rapidement à cette information et pas juste réagir rapidement. C'est vraiment prendre l'information qui va te permettre d'avoir l'avance sur tout le monde. Donc je pense que tu auras compris, les erreurs à vraiment éviter, c'est de ne pas vouloir travailler ce versant vitesse dans sa préparation physique. Et encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup trop négligé par les joueurs. Le deuxième pilier, c'est donc de comprendre les paramètres et les leviers qu'on va pouvoir utiliser avec la préparation physique pour justement améliorer ces 2-3 premiers pas. Le premier, comme je te le disais déjà un petit peu précédemment, ça va être cette capacité à être beaucoup plus horizontal sur ses courses. Donc être capable de se pencher quand tu vas commencer à courir pour vraiment appliquer une force horizontale. Imagine-toi que si tu es redressé, en fait, quand tu vas pousser dans le sol, ce qui va se passer, c'est que ton corps va plutôt vouloir aller vers le haut, comme si tu faisais un saut. Alors que plus tu vas être penché, plus ton corps va vouloir aller vers l'avant. Donc quand tu vas faire ton travail par exemple de démarrage, il va falloir travailler le fait de se pencher, être capable de pousser dans cette position. Donc tu pourrais par exemple faire des départs en étant bien penché ou justement en te laissant tomber et en amorçant ta course en étant en train de tomber. Pour développer cette force horizontale, il va aussi falloir faire autre chose que tout le temps des sauts vers le haut. On va donc pouvoir travailler des sauts qui vont être vers l'avant principalement, par exemple des broad jumps. Une autre chose qui va être aussi très important à bosser, ça va forcément être la coordination entre le bas et le haut du corps.
Forcément, si tu cours avec les bras qui partent dans tous les sens et les jambes qui n'arrivent pas à suivre la coordination des bras, bah, tu vas perdre en efficacité. Et on en revient à notre technique de course, d'apprendre à lever la jambe et le bras à l'opposé pour pouvoir être le plus efficace possible et pouvoir mettre un maximum de vitesse dans tout ce que tu vas faire. Comme je le disais, il va aussi falloir développer son RFD. Donc pour ça, il va falloir faire des mouvements où tu cherches à pousser des charges le plus rapidement possible depuis un état zéro. Et je dis bien zéro, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de mouvement au départ du mouvement. Donc par exemple, on va dire un truc tout con, mais au lieu de faire un box jump où tu descends et tu sautes sur la box, et par exemple tu vas faire un box jump en départ assis. Tu t'assois sur une box et tu cherches à monter sur l'autre box. Là, ça t'oblige en gros à t'activer musculairement parce que tu n'as pas l'effet de rebond au niveau des tendons qui va pouvoir t'aider. Donc tu vas vraiment devoir mettre de la force brute qui va te permettre de pouvoir sauter sur la box et d'être efficace le plus rapidement possible. Comme je te le disais juste avant aussi, on va voir tout ce qui va être par exemple le pin squat, etc. Où en gros, tu vas démarrer avec la barre sur les sécurités et ton objectif, toi, ça va être de mettre un maximum de vitesse le plus rapidement possible. Ça peut être vraiment fait sous différentes façons. Un exercice aussi très intéressant, ça va être par exemple l'isométrie overcoming. Tu vas venir repousser contre un objet immobile. Et le fait de faire ça, ça va t'obliger à t'activer très rapidement. C'est, je pense, d'ailleurs un des meilleurs exos pour démarrer parce qu'il n'est pas compliqué à mettre en place, plutôt sécuritaire et tu peux recruter un maximum de fibres musculaires. Donc, c'est quoi les fibres musculaires? C'est en gros des connexions nerveuses avec tous tes muscles qui vont faire que quand tu vas contracter ton muscle, elles vont s'activer. Et au tout départ, quand tu démarres un peu la muscu ou que tu n'as pas l'habitude de ce type de travail, ce qui va se passer, c'est que tu n'en as pas beaucoup qui vont s'activer et pas de manière très rapide. Et plus tu vas t'entraîner comme ça, plus tu vas en avoir beaucoup qui vont s'activer et de manière ultra rapide. Donc, c'est vraiment ce qu'on va venir chercher à bosser dans cette partie-là avec le développement du RFD ou du taux de développement de la force. De manière un petit peu plus spécifique aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler avec des signaux. Étant donné que je te disais tout à l'heure qu'il faut être capable de réagir quand un joueur va prendre un tir, tu peux essayer de reproduire un petit peu ça avec par exemple justement là plus au hand, mais une situation où tu dois analyser quand un joueur va aller au tir et tu dois démarrer le plus rapidement possible. Bien sûr, ça ne doit pas être toute la part de ton programme parce que là, ce n'est pas vraiment une qualité physique, mais ça va plus être une qualité, qualité visuelle, qualité de réactivité par rapport à un stimulus. Donc, ça a quand même sa place dans l'entraînement, mais ça ne doit pas être la part la plus importante parce que tu peux réagir très vite, mais si musculairement derrière, tu n'es pas capable de réagir, il n'y a pas trop d'intérêt. Et encore une fois, c'est exactement la même dans l'autre sens. Si musculairement, tu es capable de réagir, mais que tu mets 3 ans à prendre l'info, il y aura quand même toujours à un moment un petit déséquilibre. Autre chose qui va être aussi quand même assez important dans cette vitesse de démarrage, ça va être le travail au niveau du gainage. Pourquoi? Parce que comme je te le disais, tu vas devoir te pencher légèrement vers l'avant, mais si à chaque appui, tu as du mal à te stabiliser, à stabiliser ton corps, en fait, tu perds dans ce transfert de bas vers le haut du corps dans ta course, etc. Donc, avoir un gainage solide pour la course, c'est super important. En fait, imagine sur tes premiers appuis, il faut que tu sois capable de te rigidifier pour justement être encore plus efficace dans ton appui au sol et pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc, le travail du gainage peut sembler pas forcément utile à première vue et pourtant il a un rôle hyper important pour te stabiliser. Et ce n'est pas que le gainage au niveau abdos, je dirais c'est vraiment toute la stabilité, par exemple stabilité au niveau des hanches, genoux, chevilles, la raideur de cheville et toutes ces choses-là. Une autre chose qui va être aussi super important à travailler, ça va être sa triple extension. Ça va être sa capacité à envoyer les hanches, les genoux et les chevilles vers l'avant. Donc, ce qu'on appelle la triple extension, en fait, par exemple sur un squat, quand tu te baisses, tu es en triple flexion, ta cheville, elle se ferme, tes genoux, l'angle de tes genoux se ferme et l'angle de tes hanches se ferme. Et donc, la triple extension, c'est être capable de repousser, donc là, ça va être triple extension vers l'avant surtout, mais être capable de repousser en poussant dans la cheville, donc l'angle de cheville s'ouvre, les genoux se tendent, donc l'angle de genou s'ouvre et les hanches se tendent aussi, donc ton corps
deviennent de plus en plus droits et forcément triple extension parce que tu as fait une extension au niveau de ces 3 articulations. Et plus tu vas être efficace pour faire ça rapidement, encore une fois, plus tu pourras courir rapidement sur tes premiers appuis. On en vient donc au 3e pilier qui sont les stratégies d'entraînement et ce que tu vas pouvoir mettre en place. On a déjà vu pas mal de choses précédemment, mais voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus explicite sur ce que tu peux mettre en place. Comme je te le disais, première chose que je pourrais mettre en place personnellement, ça serait du travail d'isométrie overcoming. Donc, ça pourrait être, par exemple, tu viens bloquer ta barre sous les sécurités, tu te mets en position sprint et tu viens repousser dans le rack à squat qui va être immobile et donc tu vas pouvoir mettre un maximum de force. Il va falloir faire des temps assez courts où tu cherches à aller à 100%, par exemple 3 secondes, où tu vas relâcher, où tu vas repousser très fort, où tu vas relâcher et où tu vas repousser très fort. Le principe, c'est d'être capable, comme je te le disais, de passer de 0 à 100, de repasser à 0, de repasser à 100, etc. ainsi de suite. Vraiment cette capacité à activer très rapidement le système nerveux. Autre chose très simple et qui est aussi forcément ultra spécifique, ça va être de travailler sur des sprints, départ de sprint, donc vitesse de démarrage, avec par exemple des 10 mètres tout simplement. Tu viens te mettre en position debout, après tu peux le faire dans différentes positions, tu peux aussi te mettre en trépied, juste 2 appuis, 3 appuis, enfin bref, on peut le faire plein de façons différentes. Mais voilà, il va falloir travailler cette vitesse au démarrage sur des très courtes distances. L'objectif, forcément, ça sera de mettre un maximum de vitesse et de force dans tes premiers appuis en te concentrant sur le fait d'être assez horizontal pour petit à petit après devenir de plus en plus vertical. Parce que sur une course, au début, on est plutôt très horizontal et après, on commence à se relever forcément. Et encore une fois, si on revient à notre spécificité et à la contre-attaque, tu ne peux pas rester avachi vers l'avant tout le long. Il va bien falloir un moment que tu te relèves et que tu regardes ce que ton gardien te propose pour pouvoir récupérer la balle. Ensuite, pour travailler ton RFD sur des charges plutôt élevées, comme je te disais, il va y avoir tous les exercices de pin. Pin squat, pin fente, pin soulevé de terre. On peut vraiment faire plein de choses différentes qui vont te permettre de mettre un maximum de vitesse avec un maximum de charge. Donc, ça va vraiment développer cette capacité à mettre de la force très rapidement dans quelque chose d'assez lourd. Donc, ça va être super intéressant à faire, surtout que on va dire que ce n'est pas si taxant que ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux faire avant un match ou quoi que ce soit parce que tu prends généralement des amplitudes assez faibles. Donc voilà, ce n'est pas un mouvement qui va être traumatisant, mais qui va être super utile pour autant. Bien sûr, ça va quand même être important d'avoir aussi une bonne force générale au niveau des hanches, au niveau donc ischio-jambier, quadriceps, même mollet, etc. C'est pas parce que je t'ai dit qu'il va falloir travailler le versant vitesse qu'il faut oublier tout le versant force. Avoir une bonne force musculaire de base, une bonne endurance musculaire va quand même être très utile. Donc tu peux continuer à faire des squats, des leg extensions, leg curl, etc., etc. Il va quand même falloir continuer à travailler cette force musculaire. Autre travail qu'on peut mettre en place pour travailler, comme je te le disais tout à l'heure, ta triple extension, ça va être par exemple l'haltérophilie. Alors, pour le coup, l'haltérophilie, c'est un peu plus compliqué, un petit peu plus technique que ce que j'ai pu déjà te présenter. Donc, ça va dépendre un petit peu de ton niveau. Ça ne sert à rien vraiment de faire l'haltérophilie si on ne maîtrise pas trop la technique parce que le principe, c'est quand même de mettre de la triple extension, de la vitesse. Et généralement, quand on ne maîtrise pas le mouvement, on ne finit pas notre extension, on ne va pas jusqu'au bout du mouvement, on tire beaucoup avec les bras. Et donc, en fin de compte, on ne bosse pas vraiment notre vitesse et cette triple extension. Donc, c'est un peu une perte de temps parce qu'on travaille juste le tirage au niveau des bras. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc, ça, c'est vraiment quand tu maîtrises un minimum. Tu peux démarrer au départ à t'entraîner à vide. Tu peux t'entraîner avec halter si c'est plus simple. Et après, tu passes à la barre. Il faut vraiment essayer d'avoir une bonne technique et tu peux demander des conseils parce que si tu en fais mais que tu n'es pas sûr de ce que tu fais et comme je te disais, ce n'est pas optimal, tu perds très certainement ton temps. Et enfin, un dernier type d'exercice très intéressant dont on n'a pas encore parlé, c'est forcément la pliométrie. Je pense que encore une fois, il n'y a pas énormément de choses qui vont être
meilleur que la pliométrie pour travailler ses appuis et cette capacité à mettre de la force très fort dans le sol. Et du coup, ce que tu vas vouloir travailler ici, ça va être tout ce qui va être donc pogo jump, réactivité au niveau des chevilles. Ça peut être par exemple aussi des drop jumps, cette capacité à dès que je touche le sol, bam, j'explose et tous ces types d'exercices-là. Ce qui compte encore une fois quand tu fais de la pliométrie, c'est d'avoir un temps de contact le plus court possible au sol. Vraiment, tu veux ne pas toucher le sol pendant, normalement la valeur c'est moins de 250 millisecondes, donc tu vas être en dessous de ces 250 millisecondes. Tu ne peux pas vraiment le savoir si tu ne le calcules pas avec des machines, etc. Mais si déjà tu as cette intention d'être le plus rapide au sol dès que tu fais ton mouvement, il y a de grandes chances que dans tous les cas, soit tu le travailles, soit tu sois en dessous. Soit si tu n'es pas en dessous, encore une fois, on s'en fout parce que l'intention, comme je te disais, qui compte, c'est de vouloir mettre le moins de temps et petit à petit, ça va progresser et tu seras en dessous de cette valeur-là. Et faire tous ces exercices, c'est bien, mais il y a une chose qui peut être aussi importante, c'est de suivre ton évolution sur tous ces exercices. Donc, ce qui peut être cool, c'est de généralement faire des petits tests par-ci par-là. Par exemple, ton 10 mètres, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que tu fais un 10 mètres, ça serait de calculer combien de temps tu fais à ton 10 mètres. Ça te permet en gros de savoir au fil des semaines si tu t'améliores, si ce que tu fais c'est utile ou non. Donc essaye de prendre des données quand tu peux parce que ça va être vraiment intéressant à la longue de voir l'évolution et si ce que tu fais est vraiment efficace ou non ou s'il faut réadapter ta stratégie. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, comme je te l'avais dit, c'est vraiment que ce qui compte, c'est tes 2 à 3 premiers appuis pour prendre de la distance sur tes contre-attaques. Aujourd'hui, c'est très certainement la grosse différence entre toi, si tu joues en dessous de la nationale, et un joueur qui justement joue en nationale. Je le vois assez facilement, les mecs en national sont capables sur 2-3 appuis d'être ultra réactifs, de passer devant et tu vois beaucoup plus de contre-attaques qu'à plus bas niveau. À plus bas niveau, il y a quand même assez rarement des contre-attaques, à part si un joueur sort un petit peu plus du lot que les autres. Mais très souvent, les joueurs ont du mal à avoir cette capacité-là, à se mettre en activité et surtout aussi à analyser le jeu. Est-ce que le joueur va tirer? Est-ce que je prends déjà de l'avance? Comment on défend, etc. Donc après, il y a aussi les gardiens qui ne font pas toujours des relances. Mais en tout cas, si tu le vois, ces joueurs-là, ils sortent vraiment du lot et c'est eux qui après ont le plus de chances de monter de niveau et de pouvoir atteindre le national. Et on dit aussi souvent que la vitesse, c'est quelque chose de génétique. Mais la vérité, c'est que tu peux largement améliorer ta vitesse. Crois-moi, c'est faisable et tu peux avoir de grosses différences. Mais encore une fois, si tu n'as jamais essayé, si tu as passé ton temps encore une fois à faire de la muscu simple, de la force, tu ne peux pas vraiment le savoir. Mais si tu fais vraiment l'effort de mettre une grosse emphase sur la vitesse, je peux t'assurer que tu auras des gains et que tu pourras devenir plus efficace sur tes premiers appuis. Mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est quand même avoir une structure adaptée pour soi et pour ses propres besoins. Et c'est exactement ce que je propose à travers mon accompagnement Handballer Prime. Si ça t'intéresse de savoir comment je structure une préparation physique pour amener des joueurs vers la nationale, et via le premier lien dans la bio, je t'ai mis une petite vidéo totalement gratuite où j'explique les 4 étapes indispensables pour du coup améliorer sa préparation physique comme un joueur qui veut atteindre la nationale. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, ça permet de mettre en avant la vidéo et de m'encourager à continuer à t'aider à atteindre le niveau national au handball grâce à la préparation physique. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les handballeurs.